Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, zoom sur les conséquences de la déforestation dans le monde. En effet, ce sont 43 millions d'hectares de forêts qui ont disparu entre 2004 et 2017 sur le globe. La déforestation est-elle un danger pour les animaux ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec notre invité du jour, Arnaud Goffier, porte-parole de l'association WWF France, une association pour la protection de l'environnement et des animaux. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, on sait que la déforestation est un problème mondial. Quels sont les territoires les plus impactés ? Historiquement, la déforestation, depuis une trentaine d'années, elle s'est déplacée des zones tempérées. Il faut pas oublier que toute l'Europe, elle était couverte de forêts jusqu'au début du Moyen-Âge, pendant l'Antiquité notamment. Et donc on a coupé les forêts, courant du premier millénaire. Là, très récemment, ça s'est déplacé vers les zones tropicales. Donc le Brésil, l'Amazonie au sens large, l'Asie du Sud-Est avec l'Indonésie, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis des nouvelles zones là qui se développent, qui étaient jusqu'ici assez préservées, le bassin du Congo notamment, qui était une zone plutôt préservée jusqu'à présent. Avec la déforestation, on suppose que de nombreuses espèces animales perdent leur habitat naturel. Quelles sont les espèces les plus touchées ? Il y en a plein, il y en a énormément, puisque les forêts tropicales, ça fait partie des écosystèmes terrestres les plus riches en biodiversité. Quand on a une dizaine d'espèces d'arbres à l'hectare dans une forêt européenne, on peut en avoir plus de 300 sur un hectare dans une forêt tropicale en Amazonie, par exemple. Donc d'un point de vue flore, c'est extrêmement riche. Et d'un point de vue faune aussi, c'est très très riche. Les orang-outans en Asie du Sud-Est qui disparaissent notamment à cause du développement des cultures d'huile de palme, des cultures de bois pour faire du papier. En Amérique du Sud, ça va être des espèces comme le jaguar qui perdent leur habitat, comme le tamar, le fourmilier géant, qui perdent aussi leurs habitats. En Afrique, c'est l'éléphant des forêts. C'est pas la même espèce que l'éléphant de savane, mais qui a vu sa population diminuer de 80% sur les 20 dernières années, par exemple. Donc ça fait partie, des espèces qu'on connaît. Le tigre aussi, on peut citer le tigre en Asie du Sud-Est, qui aussi son espace de vie diminué très rapidement. Les animaux arrivent-ils toujours à s'adapter pour survivre à la déforestation ? Non, pas toujours. Pas toujours. Il y a des espèces qui disparaissent purement et simplement, notamment les espèces d'oiseaux, qui sont parfois liées et dont la survie dépend d'espèces très spécifiques d'arbres. Donc eux peuvent disparaître assez rapidement. C'est souvent les espèces qui sont en haut de la chaîne alimentaire qui disparaissent le plus vite, ce qu'on appelle les espèces parapluies, qui dépendent de tout un tas d'autres petites espèces qui sont en bout de chaîne alimentaire. Donc les grands prédateurs, par exemple, sont souvent, malgré le fait que ce soit des super prédateurs, ils sont souvent assez fragiles parce qu'ils sont assis sur une chaîne alimentaire qui elle-même est très complexe. Donc si on enlève des morceaux de cette chaîne alimentaire, au final tout s'écroule et celui qui est au sommet, les prédateurs, disparaissent d'autant plus facilement. Donc ça dépend vraiment des espèces. Il y a des espèces qui se remettent extrêmement bien d'une forme de déforestation, alors sauf si on détruit complètement leur milieu, et d'autres qui s'en remettent beaucoup moins bien. Certains animaux peuvent être blessés ou être en difficulté à cause de la déforestation. Qui vient les aider ? Si je prends l'exemple des orang-outans, il y a des centres de secours des orang-outans, donc des organisations, des ONG locales, parfois soutenues par le WWF, qui vont recueillir les orang-outans qui n'ont plus d'habitat, par exemple, après la destruction d'une forêt pour planter du panier à huile. Ces animaux sont recueillis, quand ils sont blessés, ils sont soignés. Quand ils sont orphelins, par exemple, quand c'est des bébés, des nouveau-nés, on les recueille dans des centres, on les élève et ensuite on essaie de les réhabituer à la vie sauvage pour pouvoir les relâcher dans d'autres forêts naturelles. Donc ça marche bien pour certaines espèces, ça marche pas pour toutes. Par exemple, récupérer un jaguar ou un fourmilier géant, c'est compliqué parce que le jaguar, il a besoin d'un territoire très important, le tigre aussi, et donc c'est des espèces qui peuvent survivre en captivité, mais qu'on a du mal à réintroduire dans la nature une fois qu'elles sont en captivité. Arnaud, on sait également que les arbres absorbent du CO2 et produisent de l'oxygène. Quels sont les impacts de la déforestation sur le climat ? On estime que la déforestation à l'échelle mondiale, elle est à peu près responsable à elle seule de 20% des émissions de CO2. Donc rien que le fait de couper ces arbres, c'est 20% d'émissions, ce qui est quand même très important, puisque ça fait partie des principaux facteurs d'émissions. On a un double effet qui est qu'on relargue du carbone à un instant T dans l'atmosphère quand on coupe ces arbres, et on se prive par la même occasion d'un puits de carbone. Donc on se prive de la capacité d'absorption par les forêts. Il y a un autre effet qui est
peu connu, c'est ce qu'on appelle la dégradation des forêts. C'est beaucoup moins visible parce que c'est pas de la déforestation, la forêt n'est pas rasée, mais par exemple vous allez prélever certaines espèces dans les forêts, ou vous allez planter des arbres, toute la même espèce en monoculture. Ou alors vous allez détruire des tourbières dans certaines zones de forêt, vous allez les assécher pour pouvoir plus facilement planter des arbres pour faire du papier par exemple. Ça c'est de la dégradation. Et ça peut aussi relarguer des quantités absolument astronomiques de carbone, notamment les sols de tourbière. Une tourbière, c'est simplement un sol qui est constitué quasiment à 100% de carbone, de matière organique. Donc dès qu'on la sèche, cette tourbière se met à relarguer du CO2 dans l'atmosphère et c'est des quantités absolument phénoménales. Voilà, donc il y a la déforestation, 20% des émissions de CO2, et après plein d'autres phénomènes qui s'accumulent, dont la dégradation des forêts. Arnaud, pouvez-vous nous expliquer en quoi notre mode de consommation peut-il avoir un lien avec la déforestation ? Alors il y a plein de liens avec la déforestation dans tout ce qu'on consomme tous les jours. Même au petit-déj, vous pouvez avoir un impact sur la déforestation. Tout le monde a en tête le papier, ça c'est une évidence. Voilà, le papier, il faut des arbres pour le produire et ça peut être issu de la déforestation. La majorité du papier qui est consommé en Europe provient de forêts du nord de l'Europe, qui sont des forêts quasiment industrielles gérées pour faire que du papier. Donc le papier, en Europe, on peut dire, en caricaturant pas trop, qu'il y a assez peu de risques de déforestation internationale. On retrouve quand même des fibres de papier issues de la déforestation illégale dans des livres pour enfants, par exemple. Le WWF a mené une enquête là-dessus il y a pas longtemps, qui montrait qu'il y avait certains livres pour enfants qui étaient faits à partir de bois indonésien issus de la déforestation illégale. Ce qui est quand même pas un super signal pour nos enfants en matière de lecture. Mais le papier, c'est pas le plus gros impact. Le plus gros impact au quotidien sur les forêts de notre part, c'est notre alimentation. Et c'est indirectement même l'alimentation des animaux que nous mangeons. Les poules, les vaches, les cochons que nous consommons sous forme de viande ou dont nous consommons le lait pour les vaches sont nourris avec des énormes quantités de soja en Europe qui sont importés majoritairement du Brésil. Voilà, pour un ordre de grandeur, la France chaque année importe 3,5 millions de tonnes de soja. C'est à peu près comme si on réservait 4 millions d'hectares de culture de soja au Brésil pour pouvoir nourrir nos animaux en Europe. Et ce soja, il est cultivé au détriment de la forêt amazonienne et au détriment de d'autres écosystèmes comme le Cerrado. On pense aussi évidemment à l'huile de palme. L'huile de palme, c'est tout le monde l'a en tête, la destruction des forêts en Indonésie, en Malaisie, pour produire cette huile qu'on retrouve dans une pâte à tartiner très célèbre. Mais, et là aussi, je vais essayer de combattre certaines idées reçues, l'impact sur la déforestation de notre consommation d'huile de palme, il se fait pas via l'alimentation, un petit peu, mais des entreprises comme Ferrero avec Nutella ont pris des engagements très très forts et plutôt des bons engagements sur la lutte contre la déforestation. En fait, les volumes d'huile de palme maintenant qu'on retrouve en France et en Europe, ils sont majoritairement dans les carburants. Ils sont majoritairement spécifiquement faits pour faire du diesel et du kérosène pour faire voler les avions. L'essence, c'est différent, c'est fait à partir d'éthanol, de canne à sucre, de betterave. Mais pour faire du diesel, pour faire du biodiesel, on utilise soit du colza, soit de l'huile de palme. Et en France, on estime aujourd'hui qu'on a à peu près 75% des volumes d'huile de palme importés en France qui servent à faire du diesel. Donc votre impact déforestation au quotidien, c'est pas forcément quand vous mangez du Nutella. Cette huile de palme-là, elle est plutôt issue de plantations bien gérées, qui n'ont pas contribué à la déforestation, mais elle est quand vous utilisez votre voiture diesel, ou quand vos parents utilisent leur voiture diesel pour aller faire les courses ou partir en vacances. Et malheureusement, ça on le sait pas, c'est un marché captif, donc dès que vous mettez de l'essence, du diesel dans votre voiture, j'ai tendance à dire que vous roulez un petit peu à la déforestation. Sans le savoir, mais c'est le cas. Voilà, et puis après, il y a tout un tas d'autres matières premières qui contribuent de près ou de loin à la déforestation. Le bœuf, notamment, qui au niveau mondial, à lui seul, est la première cause de déforestation mondiale. Mais on importe très peu de bœuf depuis le Brésil en Europe et en France. Donc finalement, c'est pas de la déforestation qui se retrouve dans nos assiettes, c'est plus au niveau mondial. Puis après, il y a plein d'autres matières premières, par exemple tous les métaux rares, les terres rares utilisées pour fabriquer des smartphones, pour fabriquer des ordinateurs, tous les composants électroniques ont aussi un impact sur la déforestation. Il y a les mines, le caoutchouc pour faire les pneus de voiture, les pneus d'avion, etc. On y pense moins, mais le cacao, ça a un très fort impact de déforestation, surtout en France, qui est le 3e importateur et fabricant mondial de chocolat, 3e importateur de cacao et l'un des, je crois, c'est le 2e mondial fabricant de chocolat.
Donc voilà, tous ces actes du quotidien, finalement, peuvent contribuer de très haut de loin à la déforestation. Et à partir du moment, il y a un truc assez simple, c'est à partir du moment où vous avez une matière première, qu'elle soit alimentaire, agricole ou non, qui provient d'une zone tropicale, il y a de fortes chances qu'elle puisse avoir un impact sur la déforestation. Pour vous, Arnaud, y a-t-il un risque encouru par l'humanité si rien n'est fait pour remédier à la situation ? Très clairement, il y a un risque. Il y a un risque d'une part du point de vue climatique. On l'a vu là ces derniers jours, 50 degrés au Canada, on n'avait absolument jamais vu ça. Donc les forêts stockent du carbone. Donc on a absolument besoin des forêts aujourd'hui pour jouer leur rôle de puits de carbone et atténuer les émissions de CO2 de l'humanité. Ça, c'est un premier rôle. Donc si on les coupe, on va ne faire qu'accentuer et qu'emballer le réchauffement climatique. Il y a un autre risque qui est la perte de biodiversité au niveau mondial. Et la perte de biodiversité au niveau mondial, ça peut nous paraître assez éloigné, assez abstrait, mais en fait, toute la production alimentaire mondiale, toute l'agriculture repose sur la biodiversité. La fertilité des sols, le fait d'avoir des équilibres à peu près corrects entre les ravageurs des cultures et puis des insectes ou des oiseaux qui vont manger ces ravageurs, donc éviter leur prolifération, tout ça c'est lié au bon état de la biodiversité, au bon état des écosystèmes. Un autre exemple, la plupart des molécules aussi pharmaceutiques, des grandes avancées, elles ont été trouvées aussi dans les forêts tropicales notamment, elles sont issues de la biodiversité, issues d'espèces sauvages. Si on perd tout ça, on se prive de découvertes pharmaceutiques majeures pour l'avenir. Puis après, il ne faut pas non plus oublier tout l'aspect culturel. Il y a des centaines de millions de personnes qui vivent encore dans des écosystèmes forestiers. La culture est basée sur la forêt, qui est extrêmement liée à la forêt. Il y a un aspect aussi loisir, bien-être chez nous. C'est pas pour rien que les promenades en forêt sont si développées. C'est une nécessité aussi dans nos mondes de plus en plus urbanisés. Et donc si on n'a plus de forêt, c'est un monde qui donne absolument pas envie, ça c'est clair. Quelles sont les actions mises en œuvre par l'association WWF pour sensibiliser la population contre la déforestation ? Alors, pour sensibiliser, on fait plein de choses sur la déforestation, mais spécifiquement pour sensibiliser la population, on travaille pas mal sur les modes de consommation alimentaire en ce moment. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette ? Puisque je vous l'ai dit, c'est ça qui a un très très fort impact sur la déforestation, notamment via le soja importé. Donc, mangez moins de viande et mangez de la meilleure viande. Donc, mangez moins de viande, c'est-à-dire essayer de vous passer de viande au moins une fois par semaine, un jour par semaine, et puis après en augmentant, 2 jours, 3 jours. L'idée, c'est pas que tout le monde devienne végétarien, mais qu'on en mange beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et quand je dis manger de la meilleure viande, c'est manger de la viande issue d'élevages locaux, et surtout avec une alimentation des animaux locale. Donc ça marche très bien sur le bio, le label rouge qui garantisse une alimentation des animaux qui est produite localement, et pas importée de l'autre bout du monde et issue de la déforestation. Ça, c'est une première chose. Sur les transports, ça va être éviter de prendre votre voiture, surtout si vous avez un véhicule diesel. L'idéal, c'est de le changer pour un électrique aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'incitations, mais on comprend bien que tout le monde n'a pas forcément les moyens ni l'envie de changer de voiture. Donc, c'est éviter de l'utiliser pour aller chercher le pain à 2 km. Prenez plutôt votre vélo. Sur le papier, utilisez des papiers recyclés. Il y a un label qui fonctionne très bien pour ça, qui est le label FSC sur le papier, qui est assez robuste. Donc, vous plutôt utilisez des papiers recyclés. Tout le matériel informatique, essayez aussi d'acheter du matériel informatique reconditionné. Sur les smartphones, ça se développe beaucoup. Plutôt que d'acheter du neuf, acheter du reconditionné, c'est très bien. Donc ça, c'est à destination du grand public. Et après, au niveau européen, on est très très engagé là en ce moment sur un projet de loi européenne, un projet de directive européenne sur une réglementation contre la déforestation importée. Donc, qui vise à interdire l'entrée sur le marché européen de matières premières qui auraient contribué à la déforestation. Ça, c'est une grosse actualité pour nous en ce moment. Voilà, j'ai oublié de dire sur le volet grand public, on mène une campagne là, on va bientôt lancer une campagne qui s'appelle Eat for Change, qui est déclinée dans 11 pays d'Europe et qui vise justement les jeunes pour les motiver à changer de mode d'alimentation, à faire plus attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette, notamment avec cet enjeu de déforestation et émissions de gaz à effet de serre. Et on travaille pour ça avec les Crous en France, donc les centres universitaires, pour envoyer des messages aux étudiants notamment. Merci Arnaud Goffier d'avoir répondu à nos questions sur notre thématique « La déforestation est-elle un danger pour les animaux ?» Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus, nous les invitons à consulter le site internet officiel de l'association WWF, www.fr. Merci.
Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la MFR de Pontzell en atelier avec Radio Aléo. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.